tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ici. Je suis Michèle Séjean. Je suis professeure de droit à l'université Sorbonne Paris-Nord en droit de la cybersécurité. Et je vais tout de suite passer la parole à Estelle Guyon-Abinal, la secrétaire générale de AXA, que j'invite ici à rejoindre AXA France. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour un double événement. Un événement qui rassemble à la fois des étudiants et des professionnels pour de deux projets qui nous tiennent à cœur, qui me tiennent à cœur, et qui sont d'abord le futur master sur la résilience que le professeur Michel Séjean est en train de monter et qui, pour l'instant, qui n'existe pas encore, mais qui se matérialise sous la forme du trophée Ex Machina, qui a connu sa première session l'année dernière et qui va recommencer cette année, donc qui est un exercice de crise en temps réel auquel on a participé. Et puis, le deuxième programme, c'est le programme de mentorat de Women for Cyber, auquel j'ai été très heureuse de participer, d'apporter ma contribution en tant que mentor l'année dernière avec Inès Attit, ma mentorée, qui est là et on vous en parlera un peu plus précisément dans un petit instant. Voilà, le lien entre ces deux projets, alors c'est bien sûr la cyber, mais c'est aussi toute l'importance que ça a de féminiser ces métiers, de faire en sorte que on est sur ces métiers qui sont des enjeux de demain, des populations à l'équilibre, ça serait idéal, entre hommes et femmes. Ce sujet de l'égalité homme-femme, de la diversité, c'est un sujet qui nous tient réellement à cœur chez AXA, sur lequel on travaille par différentes choses. Alors, on a par exemple, déjà AXA France, on a un COMEX, un comité exécutif qui est parfaitement à l'équilibre, autant d'hommes que de femmes. On a un objectif dans nos cadres dirigeants d'avoir 45% de femmes. On y est presque. Et donc, voilà, on se met comme ça des objectifs chiffrés parce qu'on sait que s'il n'y a pas d'objectif, c'est plus difficile d'avancer. Et puis, sur le mentorat, AXA, on est aussi convaincu que le mentorat, c'est une formidable chance de créer du lien, d'ouvrir des portes à des jeunes ou des personnes en reconversion qui sinon n'auraient pas forcément eu l'occasion de découvrir, par exemple, une entreprise. AXA, on a de façon régulière à peu près 200 mentorés en lien, en partenariat avec diverses associations. Et donc, on est très heureux que ce programme de mentorat de Women for Cyber en fasse partie. Voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, très heureuse de vous accueillir. Et puis, je laisse Madame le ministre, non, pas Madame le ministre, Madame la députée, je t'ai promu. Mais en ces périodes où on ne sait plus très bien, tout est possible. Merci Estelle. beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je ne suis pas certaine que ce soit la bonne période pour vouloir être ministre. Je suis Valéria Faure-Muntian, présidente de l'association Women for Cyber France. Je suis ravie de vous retrouver tous ici. Merci Michel pour cette organisation. Franchement, le lieu est top et vu le nombre de personnes, le mentorat rencontre quand même un grand succès. Donc, en quelques mots, Women for Cyber France est une association loi 1901 qui a été créée par un certain nombre de convaincus, en 2021. À la base, on émane d'une fondation Women for Cyber
qui elle-même émane d'une volonté d'une commissaire européenne face à la pénurie des talents dans la cybersécurité. Donc, face à la question de pénurie de talents, on s'est dit, on va exploiter le filon de la diversité, notamment de la féminisation, parce qu'à l'époque, on était à 11% de femmes dans la cybersécurité. Alors, toute la tech a besoin de diversité, toute la tech a besoin de féminisation, mais à un moment donné, il faut bien commencer par quelque chose. Et la cybersécurité paraît être la première pierre à mettre à l'édifice de la tech, parce que si on fait de l'intelligence artificielle sans cyber, si on fait de la blockchain sans cyber, finalement, on fait des gruyères qui sont totalement ouverts aux criminels, les criminels qui sont de plus en plus sophistiqués par ailleurs. Donc, au sein de Women for Cyber France, on a un certain nombre de programmes qu'on met en œuvre dans le programme mentorat et dont on est très fiers parce que nous avons un certain nombre de couples formés donc, entre les mentors et les mentorés et on accompagne donc les jeunes, les moins jeunes en reconversion, au milieu de carrière, face à un plafond de verre, face à des doutes, face à un certain nombre de choses. Et donc, nous sommes ravis de pouvoir contribuer à travers des rôles modèles féminins, mais pas que, à l'évolution de la carrière professionnelle de nos mentorés et ES. Je sais que parler comme ça, c'est pas très joli, mais en même temps, ça permet de dire pour qui on est là et pourquoi on est là. Par ailleurs, nous avons aussi un programme charte, donc elle à destination plutôt des entreprises pour les sensibiliser, les former et mettre en place un certain nombre de critères de reporting sur la qualité de leur programme à destination de la diversité dans leur entreprise, enfin dans le but de créer de la diversité supplémentaire dans leur entreprise et notamment la féminisation. Il ne nous a pas échappé aussi à un article que nous avons co-signé avec un certain nombre d'acteurs de la cyber parce que un certain président des États-Unis a mis une pression folle sur les entreprises européennes et les entreprises françaises en les obligeant, faute de quoi ils ne pourraient pas exercer sur le sol américain ou bénéficier des partenariats américains financiers ou autres, de revenir sur leur programme de diversité et d'inclusion. Nous sommes évidemment tout à fait révoltés et donc nous avons communiqué là-dessus et on continue à communiquer et d'inciter les entreprises françaises et européennes à maintenir ce qui fait l'essence même de l'Europe d'ailleurs, c'est l'inclusion et la diversité. Qu'est-ce que j'oublie de dire encore? Oui, évidemment, les talents cyber. Donc, nous faisons partie du programme Talents Cyber. Il s'agit d'un consortium organisé et piloté par le campus cyber. Là, on s'adresse aux jeunes publics et aussi à leurs enseignants, formateurs, professeurs, conseillers d'orientation. Le but étant d'évangéliser sur les métiers de la cyber, sur le fait que ce n'est pas des métiers qui sont réservés au public masculin ou réservés aux matheux. Ou, voilà. Donc là, on est dans la sensibilisation et de la découverte en fait des métiers de la cybersécurité. Et donc, évidemment, on organise et on participe à des événements de l'écosystème dans le but d'être visible et de recruter de plus en plus de mentors, de mentorés, de bénévoles, évidemment. Donc, tous ceux et celles qui souhaitent venir donner un coup de main, on est très diverses. Et on tient à l'être, donc que ce soit le conseil d'administration ou nos partenaires ne sont pas exclusivement féminins. C'est le Women for Cyber France, ce n'est pas une association de femmes pour femmes, entre femmes, c'est une association d'inclusion où tous les coups de main sont bienvenus. Et voilà un exemple parfait de ce coup de main qui a fait un travail formidable. Je te remercie, Rachel. Merci beaucoup, merci Valéria. Alors, effectivement, le trait d'union entre les deux événements, ce n'est pas moi, mais c'est plutôt l'Université Sorbonne Paris-Nord que j'ai la chance de représenter au sein de Women for Cyber, parce qu'en fait, l'Université Sorbonne Paris-Nord est membre de l'association, elle paye une adhésion en fait, pour que ces étudiantes puissent bénéficier du programme de Women for Cyber en matière de mentorat.
Et c'est une fierté de voir que l'université dans laquelle je travaille s'intéresse au point de payer une adhésion qui vraiment apporte ces services-là et reconnaît aussi que nous, on a du travail à faire en interne et qu'on doit chercher de l'aide auprès de structures qui sont beaucoup plus mûres en la matière, qui sont beaucoup mieux formées que nous ne le sommes encore actuellement. On va travailler encore là-dessus. Et ce trait d'union, c'est de l'Université Sorbonne Paris-Nord, il se fait entre le programme Women for Cyber et le trophée Ex Machina. Et moi, je voudrais vous présenter ce que c'est que ce trophée et pourquoi c'est simplement une brique d'un programme beaucoup plus grand et d'une ambition beaucoup plus forte que nous sommes en train de porter en équipe. On commence à être une équipe bien solide avec Yamina Hamzal, Rojd Kanawati et d'autres. Et donc, voilà de quoi je voudrais vous parler maintenant. En fait, pour bien comprendre, il faut voir qu'après la crise du Covid, l'État français a lancé un plan de relance dans lequel il a prévu des sommes d'argent pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et parmi ces objectifs, il y avait l'idée de former les compétences et les métiers d'avenir. Ces compétences et métiers d'avenir, on ne sait pas encore ce que sont que les métiers en question, puisque précisément, il s'agit de les créer, ou bien les métiers existent déjà, mais il n'y a pas de filière de formation. Et avec l'Université Sorbonne Paris-Nord et le consortium dirigé par le campus cyber, dont fait partie Women for Cyber, Radio France, d'autres institutions, on a proposé de former à la cybersécurité, les métiers d'avenir de la cybersécurité. Et on a remporté un appel d'offres à peu près 800 000 €, un peu plus. Et à partir de ça, on s'est dit, on va commencer à créer une projection sur les 5-10 prochaines années. Qu'est-ce qu'on veut être dans les 10 prochaines années? Nous, à Sorbonne Paris-Nord, on voudrait être des spécialistes reconnus en France, en Union européenne et à l'international, de la résilience, c'est-à-dire la capacité d'une organisation à continuer son activité malgré une crise systémique. Alors bien sûr, comme on est dans le cadre de la cyber, on va commencer par un noyau dur de la cyber, mais on va continuer ensuite de ramifier ce tronc de départ avec de la résilience en matière sanitaire, on a une fac de médecine, de la résilience en matière nucléaire ou bien environnementale. Et donc, on voudrait que d'ici quelques années, en partenariat avec des universités européennes avec lesquelles on forme une alliance qui s'appelle Uninovis, les étudiants du monde entier puissent venir avec une bourse Erasmus Mundus, donc 1 500 € par mois payés par l'Union européenne pour venir étudier en France, en Finlande, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Et donc, en faisant partie de cette alliance européenne sur la résilience, on espère créer les gouvernants de crise de demain. Celles et ceux qui seront capables de bâtir la résilience d'une organisation, de gérer la crise et d'assurer la continuité d'activité de cette organisation. Mais pour le faire, on ne veut pas que ce soit une discipline qui soit concernée. Ça n'a pas de sens de faire un master de droit sous prétexte que je suis juriste. Non. Ce qui compte, c'est qu'on doit se rapprocher le plus possible de ce qui se passe dans une salle de crise. Et dans une salle de crise, qu'est-ce qu'on voit? Des belles choses, des gens qui se battent contre la crise et contre eux-mêmes. Mais on voit aussi des difficultés que tout à coup, on se rend compte que le juriste ne sait pas parler à l'ingénieur informatique, sauf qu'on est en pleine crise et c'est un peu tard pour s'en rendre compte, que l'ingénieur informatique ne sait pas parler aux communicants et c'est pareil, c'est tard pour s'en rendre compte. Donc notre programme, il consiste dans ce master résilience qui ouvrira ses portes en septembre 2027 à former des personnes qui vont venir de 5 ou 6 disciplines différentes. Ingénieur informatique, IUT réseau et télécom, IUT hygiène, sécurité, environnement, communication et droit. Et déjà, les économistes disent, et nous, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire partie? On est très contents. Et puis peut-être la géopolitique, on va voir, il va falloir rester un peu cadré. Mais ce qu'on veut, c'est finalement cette transdisciplinarité qui va faire que pendant 2 ans, les étudiantes et les étudiants vont faire des exercices de gestion de crise en apprenant dès la conception du diplôme à travailler entre métiers. Ça doit leur sembler parfaitement naturel. Et j'en viens au trophée. Le trophée, c'est en fait un dispositif de détection des talents et des vocations. Il commence par une mise en situation, en l'occurrence une gestion de crise cyber sur un hôpital. Et les
participantes et les participants au Trophée Ex Machina, dont font partie les étudiants du Master 2 Droit des activités numériques, que je suis très fière d'accueillir ce soir, de Sorbonne Paris Nord, mais aussi des étudiants d'autres disciplines de l'université vont gérer cette crise en étant plusieurs métiers par cellule de crise. Et ça ne s'est jamais fait en France. On a des hackathons qui sont pour les écoles d'ingénieurs, où là, ils font quelque chose entre ingénieurs et c'est très bien, il faut conserver ça. Mais on doit aussi avoir quelque chose de pluridisciplinaire où on apprenne les compétences transverses de parler entre métiers. Donc, ce dispositif du trophée, c'est notre vitrine, c'est la gestion des talents qui est très importante. On va d'ailleurs voir maintenant une vidéo sur ce sujet qui nous vient de l'expérience qu'on a faite en janvier 2025. En janvier 2025, c'était uniquement des équipes de Sorbonne Paris Nord. Et donc, je vous laisse regarder cette petite vidéo rétrospective du Trophée Ex Machina. Alors, j'en viens à la suite de la soirée qui va consister en une table ronde. Et je voudrais d'abord présenter Julien de Saint-Jean. Julien, vous pouvez venir à mes côtés. Julien est analyste en anticipation des menaces chez AXA. Vous êtes stagiaire dans le cadre d'un master en sécurité internationale à King's College. Bienvenue à vous. Et vous allez introduire en fait pour nous les débats qui vont avoir lieu dans quelques instants. Je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à l'introduction de cette table ronde sur le panorama des crises en fait. Et donc pour brièvement vous expliquer mon expérience au sein de l'équipe d'anticipation des menaces
Donc je travaille chez AXA Groupe Opération, donc je suis en stage. Et donc, nous, en fait, on agit en amont de la crise. Donc, en fait, pour identifier l'ensemble des menaces qui seraient susceptibles, en fait, d'affecter les capacités d'AXA à opérer, donc sur le long terme principalement. Et donc, pour anticiper une crise, on a identifié plusieurs risques. Ça passe par de la prospective, des scénarios d'anticipation, plusieurs risques sur lesquels on va se concentrer et on en a trouvé 8 sur lesquels on se consacre principalement. Alors ici, le but, c'est pas de prédire l'avenir et j'ai pas une boule de cristal, j'imagine pas. Voilà, je peux pas prédire l'avenir, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est identifier des éléments clés, des éléments de réflexion sur lesquels on va se baser pour anticiper un potentiel incident qui pourrait par la suite se transformer en crise. Alors, la première crise qui nous vient en tête, c'est la crise cyber. Donc ce risque-là, il est de plus en plus important avec des cybercriminels qui se professionnalisent de plus en plus de techniques. C'est beaucoup plus difficile de suivre les avancées en matière de cyber, notamment autour de l'IA générative, donc de l'intelligence artificielle. Et donc c'est un paramètre sur lequel déjà AXA et donc au sein de mon équipe d'anticipation des menaces, on travaille énormément. C'est directement lié évidemment à l'évolution technologique. Donc ça, c'est le deuxième paramètre le deuxième volet sur lequel on travaille. Alors l'évolution technologique, c'est une opportunité, mais c'est aussi un risque pour AXA, notamment autour de l'automatisation, où en fait, ça rend l'ensemble des incidents beaucoup plus large, beaucoup plus rapide, et ce qui représente un risque de plus en plus important pour AXA dans ses opérations. Donc ces deux volets sont vraiment intrinsèquement liés, et c'est sur ces deux thématiques sur lesquelles on travaille énormément au sein de l'équipe d'anticipation des menaces. Un autre volet aussi qui est important de suivre, c'est les tensions géopolitiques. Il y a des rivalités de plus en plus croissantes, un monde de plus en plus fragmenté. Et donc, au sein d'AXA Group Opération, on essaye de, on va dire, suivre ce climat, et c'est pas toujours facile dans un climat de plus en plus instable. Donc ça, c'est un troisième volet aussi sur lequel on travaille. Ensuite, il y a le cadre réglementaire. Là, par exemple, on pense au domaine du cyber, et on se rend compte que ça aussi, c'est assez fragmenté, avec beaucoup d'acteurs en fait, qui finalement définissent leurs propres règles, qui en fait prennent leur propre voie. Et donc, ça crée vraiment des divergences, notamment sur des sujets autour, par exemple, de l'intelligence artificielle, des sujets, des secteurs vraiment sensibles, où en fait, on a des cadres complètement éclatés et fragmentés. Donc ça aussi, AXA doit jongler au sein de cet environnement-là véritablement fragmenté. Un autre sujet aussi sur lequel on travaille, c'est l'instabilité sociale. Donc l'instabilité sociale de tout type, tout ce qui va être aussi la violence politique, tous les risques en fait ça englobe les sabotages, l'ingérence, en fait tous ces domaines-là qui peuvent poser un risque pour les opérations d'AXA. Donc là jusqu'à maintenant, j'en ai fait 5 qui sont plus ou moins identifiables. Il y a d'autres sujets sur lesquels on ne pense pas véritablement directement pour AXA que ça peut représenter un risque, mais on pense par exemple au changement climatique, avec des événements qui sont de plus en plus extrêmes, imprévisibles. Ça aussi, au niveau d'AXA, ça a des répercussions, surtout quand on connaît la conjoncture et comment les États, les organisations ont du mal à se coordonner. Même exemple pour la santé globale et pour les crises sanitaires. C'était un peu le même exemple qu'on a vu pour le Covid-19, où en fait, il y a différentes parties qui s'engagent ou s'alignent vraiment de manière inégale, et en fait, ça crée un déséquilibre.
Donc c'est vraiment le maître mot, c'est vraiment la fragmentation, mais malheureusement c'est le monde dans lequel on doit jongler. Donc ces crises sanitaires, changement climatique, ça a des répercussions énormes, mais il y a aussi, pour terminer, la question du terrorisme, donc des mouvements terroristes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui directement, on n'y pense pas, mais pour les opérations d'AXA, ça peut aussi avoir des effets indirects. Ça peut vraiment fragmenter tout type d'environnement, surtout que les groupes terroristes sont hyper actifs aussi bien sur le terrain physique que le terrain numérique. Aujourd'hui, avec le progrès technologique, ils utilisent par exemple les crypto-monnaies pour financer leurs activités. Ils passent notamment par les réseaux sociaux pour propager leur idéologie. Donc ça aussi, c'est des questions sur lesquelles on travaille au sein de mon équipe. Et donc ça vous donne un cadre sur lesquels, on va dire, un panorama des risques sur lesquels on agit. Nous, on suit en permanence en amont d'une possible crise. Et voilà, c'est vraiment le panorama qu'on fait au sein de mon équipe. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Julien. Là, je vais laisser la place à la table ronde. Donc, Yamina, je vais t'inviter à prendre place. C'est toi qui vas modérer cette table ronde. Et puis, j'appelle également Fanny Charbonnier. Bonsoir, madame. Et puis, Joseph Papalia et Valéria Formancien. Alors, les essais qu'on a fait tout à l'heure montrent que c'est en collant la mousse sur le menton que le son est le meilleur. Donc, je vous laisse cette petite astuce et le micro qui va avec. Merci Michel d'introduire cette table ronde. Je suis bien évidemment très heureuse d'animer cette dernière auprès de 3 experts dans leur domaine respectif, en tout cas dans le domaine de la gestion de crise, ce qui nous concerne pour cette table ronde. Et je commencerai par remercier Julien d'avoir introduit ce panorama de menaces, de crises, mais aussi de risques, parce que les 3 termes sont associés en réalité. Et ce qui me permettra de mener, j'espère bien, cette table ronde. Je vais introduire d'abord nos experts, nos 3 experts, en commençant par Fanny Charbonnier, docteur en pharmacie, dirige l'unité RECPharm de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, dédiée à la recherche clinique et à l'innovation. Elle est animée par la gestion de risques dans les environnements complexes. Elle s'est distinguée durant la pandémie de Covid-19, tout le monde s'en souvient. C'est toujours dans nos têtes. Hein. Et d'ailleurs, il y a un variant qui circule en ce moment, paraît-il. Bon, je ne l'ai pas attrapé encore, mais bon, qui sait. Et contribue depuis la formation à la direction médicale de crise sur Sorbonne Université, pharmacienne référente pour les situations sanitaires exceptionnelles. Elle pilote la préparation pharmaceutique aux crises au sein de son service du groupe hospitalier de l'AP-HP, ou à l'échelle nationale, et exerce également comme pharmacien réserviste au service de santé des armées. Merci beaucoup, Fanny, de nous faire cet honneur. Valéria Formancien, j'espère ne pas écorcher votre nom, qui s'est déjà présenté, mais je me ferai un plaisir de le rappeler, est présidente de l'association Women for Cyber France, ex-députée de 2017 à 2022, européenne, c'est ça? Française, présidente du groupe d'études d'assurance à l'Assemblée nationale, et elle a beaucoup écrit sur les risques, catastrophes naturelles, cyber, mais probablement d'autres types de risques. Et on entendra volontiers sur cette question. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Joseph Papalia, ancien commissaire divisionnaire de la police nationale,
Il a exercé dans ce domaine pendant 20 ans en sécurité publique, en dirigeant plusieurs commissariats de la banlieue parisienne et au service de la protection des hautes personnalités en charge de l'organisation des déplacements du président de la République, puis chef du groupe de sécurité du Premier ministre, en charge de la protection de l'organisation des déplacements du Premier ministre français. Il est actuellement directeur sûreté AXA France et supervise et en supervision de la sécurité du siège social où nous sommes. C'est ça? Ah là 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 là, j'ai pas bon, c'est pas grave. Je me rattraperai. Alors, donc, on va commencer par le propos introductif de Julien, qui a dégagé 8 thématiques sur lesquelles travaille le groupe AXA. Mais je pense que ces 8 thématiques concernent en réalité toutes les entreprises, toutes les organisations, et en réalité nous concernent tous, en citant la menace terroriste, les catastrophes naturelles, les crises environnementales, les crises sanitaires, et puis bien évidemment la menace cyber. Et j'aimerais, pour commencer cette table ronde, parler des cas concrets. Et commençons par l'hôpital, puisque je disais tout à l'heure, on a connu la crise sanitaire, le Covid-19, mais aussi l'hôpital a connu des attaques cyber. Et que pourriez-vous nous dire de la crise à l'hôpital? Alors effectivement, donc l'hôpital doit faire face à une multitude de menaces. Certaines sont évidentes, presque. Vous avez tous en tête nos plans canicules de l'été, la crise sanitaire bien entendu. Donc celle-ci, on y travaille. C'est des crises passées, donc on a des plans. Il y a des menaces moins évidentes aussi sur lesquelles on doit travailler. Moins évidentes, soit parce que c'est des menaces auxquelles on n'a pas encore fait face et on a du mal à caractériser les crises qui sont associées, soit parce qu'on évalue à tort ou à raison que finalement la probabilité de survenue est assez faible. Mais on y travaille aussi. On travaille sur l'attaque chimique, on travaille sur l'attaque nucléaire, on travaille sur la pénurie totale de médicaments. Voilà, on travaille sur une menace plus sournoise, type informationnelle. Enfin voilà, on travaille sur ce panorama qui a été dressé. Mais en fait, ça ne vous a pas échappé, à l'hôpital, il n'y a pas beaucoup de moyens, donc il faut prioriser ces actions et donc il faut concentrer son énergie sur certaines crises. Et en fait, à choisir, je choisirais la crise cyber comme la plus prégnante pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle a des conséquences catastrophiques sur l'hôpital. La cyberattaque à l'hôpital, ça tue. Ça tue des patients. Et la deuxième raison, c'est la probabilité qui est extrêmement élevée. Là, c'est sur la base de ce qui est déclaré, on estime que sur les 5 dernières années, il y a plus d'une centaine d'hôpitaux qui ont été cyberattaqués. Donc la question, c'est pas si, mais quand, toujours. Et puis, c'est facile de cyberattaquer un hôpital. C'est facile, ça rapporte gros aussi. Les données de santé c'est un bon butin. Ça se vend très bien sur le Darknet, ça se vend mieux que des identifiants de carte bancaire. Donc, pour toutes ces raisons, la crise cyber est probablement la crise qu'il faut le plus travailler à l'hôpital aujourd'hui. C'est aussi extrêmement difficile de travailler sur cette crise à l'hôpital. On pourra en reparler. Mais voilà, à choisir, la crise cyber à l'hôpital, c'est dramatique. Les conséquences d'une cyberattaque hospitalière maintenant sont décrites. Il y a un impact immédiat qui est extrêmement sévère, tout s'arrête. On n'a plus les moyens de travailler. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les soignants ne savent pas soigner sans leur système d'information. Donc c'est extrêmement difficile. On perd notre capacité à communiquer immédiatement. Et puis, il y a tous ces effets différés qui sont encore pires que tout, parce qu'en fait, c'est extrêmement long. On perd toute nos capacités de support au travail. On n'arrive plus à payer les gens, on n'arrive plus à faire les plannings. Enfin, c'est dramatique à l'hôpital, ça.
et on perd toute notre capacité à faire autre chose, des projets, et on perd en attractivité. Finalement, les professionnels fuient. C'est ça qu'on voit dans les hôpitaux cyberattaqués, avec finalement des conséquences à long terme qui sont extrêmement graves sur le plan de l'organisation, et encore une fois, des impacts patients qui sont maintenant, c'est dur à publier, mais qui sortent. Non seulement dans l'hôpital qui fait l'objet de la cyberattaque, mais également aux alentours, sur l'effet indirect sur le préhospitalier. Donc un effet direct sur l'hôpital et des effets indirects autour. Ouais. Et donc pour vous, la crise cyber, c'est vraiment... c'est la pire de toutes. C'est la pire de toutes. Ouais. Moi, j'aurais cru le Covid-19 plutôt. Mais bon, ça a des conséquences effectivement assez graves sur l'environnement immédiat qui est l'hôpital, mais tout ce qui est autour. Et si on va plus loin, là on a parlé de l'hôpital, mais peut-être d'autres exemples dans d'autres types d'organisations, d'entreprises. Est-ce que la crise cyber constitue aussi la plus grave pour AXA ou dans d'autres organisations? Alors, pour AXA, si je devais paraphraser, je me souviens lors d'une plénière que nous avons eue avec notre directeur général Guillaume Bory, une question lui avait été posée dans l'assistance, à savoir, Guillaume, qu'est-ce qui t'empêchait de dormir? Qu'est-ce qui pouvait t'empêcher de dormir? Et Guillaume avait répondu tout de suite, Guillaume Bory avait répondu, une crise cyber. Alors, pourquoi une crise cyber? Parce que, alors, c'est pas pour les mêmes motifs, mais je dirais que le Graal pour une entreprise comme AXA, c'est les clients, bien sûr les collaborateurs et puis l'entreprise. Mais une crise cyber qui affecterait l'ensemble de nos outils permettrait plus à l'entreprise de pouvoir continuer, d'offrir des services, de rembourser des sinistres, d'assurer une continuité d'activité, une assistance sur la route ou une assistance médicale. Donc c'est quelque chose d'assez dramatique. Et c'est vrai qu'on est soumis très régulièrement, des centaines de fois par jour. Alors c'est pas forcément des crises, hein, mais c'est des incidents. Et on est attaqué constamment par des criminels. Et on a, voilà, alors ça ne dégénère pas forcément en crise, hein, bien heureusement, mais je dirais que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se met en note de marche dans le cadre d'un certain nombre de projets pour pouvoir répondre à ce type de crise. Voilà. Alors ça, je dirais que c'est vraiment ce qui, au quotidien, ce sur lequel on travaille. Après, on a eu d'autres crises, on a eu le Covid-19, alors ça qui nous a vraiment impacté en termes de crise. On a eu également, plus prosaïquement, on a eu des émeutes qui se sont déroulées pas très loin d'ici et qui ont affecté directement les sites, puisque on a eu suite au décès du jeune Naël à proximité, on a eu des émeutes qui se sont déroulées juste à côté. On a dû fermer l'entreprise plusieurs jours, parce qu'il y a eu un certain nombre d'émeutes. Donc là, on s'est mis en mode crise. On a eu également, je pense notamment à une de nos entités sœurs qui a été victime, la Mutuelle Saint-Christophe, avec un éboulement dû à l'explosion de gaz à Paris et sur lequel on a eu un collaborateur, une collaboratrice qui est décédée. Et donc, les 250 collaborateurs n'ont pas pu rejoindre le site pendant quasiment 2 ans et demi. Donc ça, il a fallu mettre en place un plan de continuité d'activité. Donc voilà, je dirais qu'en termes de panorama, si je devais répondre à votre question, c'est la crise cyber et puis un certain nombre de multicrises et de permacrises, puisqu'on est quasiment en permanence en crise. Voilà, Yamina. Effectivement, la question des multiples crises ou que l'entreprise ou une organisation fait face effectivement à des crises en cascade ou plusieurs crises à la fois. Et je pense une question majeure que l'organisation doit gérer et doit s'adapter en permanence, en tout cas adapter sa réponse en permanence. Valéria, vous avez travaillé sur ces questions-là, ces risques cyber, mais aussi catastrophes naturelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Toutes les crises sont dommageables, potentiellement peuvent entraîner des réactions en chaîne. On se souvient de la crise des subprimes, par exemple, qui a été sur le plan économique quelque chose d'assez catastrophique et qui a eu des effets sur du moyen et long terme. La crise sanitaire, évidemment, on n'arrête pas d'en parler et je pense qu'on est tous encore traumatisés. La différence entre les crises que nous avons connues ou qu'on pourrait potentiellement connaître, comme les crises environnementales et celles qu'on a décrites précédemment, et la crise cyber, c'est que la crise cyber nous rend tous potentiellement sourds et aveugles. Et il est beaucoup plus difficile dans ce contexte-là
étant dépourvu de ces moyens de communication interne, externe et la capacité d'accéder à ces données qui sont la base de son activité, celle-là, elle est plus angoissante déjà pour les équipes en général. Et elle est aussi plus exigeante puisque les autorités exigent de la réactivité. Qu'il s'agisse de la gendarmerie, qu'il s'agisse du parquet, qu'il s'agisse de la CNIL, qu'il s'agisse des autorités de supervision, ça peut être la CPR, la MF pour certaines entreprises comme AXA. Et donc, le fait d'être un petit chaton sourd et aveugle dans un environnement qui nécessite, un, de la réactivité interne, deux, communiquer avec la clientèle, les fournisseurs et les autorités, fait que celle-là, elle est plus difficile à appréhender pour n'importe quelle structure que toutes les autres crises qui sont un tout petit peu plus circonscrites ou plus faciles à mettre en place un plan en fait de réaction. Et donc la crise cyber apparaît aujourd'hui comme le risque majeur ou le risque numéro 1 pour les acteurs économiques, mais pas que. L'hôpital, les collectivités territoriales sont visées très régulièrement ces dernières années. Et donc, il y a une forme de déstabilisation aussi du parcours santé ou de la démocratie locale, ce qui n'est pas tout à fait anodin. On peut se poser la question si c'est dans le but unique d'en avoir des fruits en vendant des données, ou s'il n'y a pas aussi une volonté de sabotage en ce qui concerne ces activités-là, qui ne sont pas des activités économiques premières. Donc, vous placez tous les trois la crise cyber comme étant une crise majeure. Et de ce que je retiens, enfin, mais vous me direz si je retiens bien les choses, c'est surtout lié à la nature des conséquences que ça peut générer, puisque comme à l'hôpital, mais aussi dans les entreprises, ça génère un arrêt d'activité, peut-être une reprise difficile après, puis surtout qu'effectivement, la nature de la menace, que ce soit en termes de déstabilisation, mais de vente de données, etc., appelle à une adaptation permanente. Est-ce que c'est ça qui fait que la crise cyber est considérée comme une crise majeure en termes de conséquences que l'organisation peut subir, ou donc d'autres conséquences liées à cette crise, ou d'autres en l'occurrence en termes de conséquences? Les conséquences, effectivement, c'est une perturbation de l'activité, et qui dit perturbation de l'activité dit perte de confiance de nos clients, atteinte à la réputation. Donc on a tout un ensemble de conséquences qui sont qui vont déstabiliser l'entreprise et qui peuvent être extrêmement graves. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a toujours la hantise du no Internet, c'est-à-dire que du jour au lendemain, blackout, à envisager parfois des solutions avec un parlophone, enfin pas un parlophone, j'oublie toujours le nom, Nigaphone, je ne sais plus. Un mégaphone, voilà, je vais y arriver. Un mégaphone, on a même envisagé ça à un moment donné, je ne me souviens plus exactement l'entité, mais on avait envisagé cela, et c'est vrai qu'on est complètement interconnecté, tout est interconnecté. Oui. On a des outils qui commandent la plupart de nos services. Je reprends un autre exemple où on a eu, je ne sais pas si cela vous parle, mais la coupure d'un câble sous-marin entre le Maroc et l'Espagne. Bon, on a eu des perturbations pendant à peu près 12 heures, assez graves, notamment sur l'assistance de nos clients. Et puisque nous avons une entité au Maroc qui gère ce type de choses, et on a eu de grosses perturbations où, par exemple, je vous prends un exemple, pendant 1 heure, vous pouviez appeler Accès Assistance, personne ne pouvait répondre et apporter un service. Vous étiez en panne, ou pire, vous aviez un accident, l'entreprise ne pouvait pas apporter de réponse. Donc tout ça, effectivement, au-delà du fait qu'on n'apporte pas ce service, on a une forme d'atteinte à la réputation. Il y a des conséquences en chaîne qui se mettent en place lorsqu'une crise survient, en l'occurrence éclate, et particulièrement la crise cyber. Alors,
Moi, vous êtes donc des organisations différentes, AXA, l'hôpital, mais Valéria peut nous donner d'autres exemples. Ce que j'aimerais savoir, c'est justement comment s'organise la réponse dans les premières 24 heures. Comment s'organisent les équipes, quelle communication mettre en place, comment soutenir les équipes effectivement, quelles sont les équipes impliquées dans la réponse. Michel parlait tout à l'heure de pluridisciplinarité, concrètement à l'hôpital par exemple, qui a subi effectivement plusieurs attaques, mais pas que l'hôpital. En l'occurrence, avec les évolutions technologiques, c'est très bien, comme disait Julien, mais ça crée aussi des failles et des attaques en permanente évolution. Donc, comment s'organisent les premières 24 heures au sein d'une organisation? Que mettez-vous en place à l'hôpital? Donc, à l'hôpital, en cas de crise cyber, ce qui va se passer les 24 premières heures, c'est dans un premier temps une réponse très technique. En gros, on débranche tout. Évidemment, on ne débranche pas, mais vous avez compris. Et après, se met en place un dispositif qui, lui, n'est pas spécifique à la crise cyber, mais qui est un dispositif de gestion de crise où on adapte la gouvernance de l'hôpital à la situation. On a à l'hôpital maintenant un dispositif d'activation de cellules de crise qui fonctionne bien et où on va modifier la gouvernance en temps de paix. La gouvernance de l'hôpital est administrative et assez classique. En temps de guerre, la gouvernance est un peu modifiée. On va avoir un pilotage administratif qui reste évidemment en place et qui garde le pouvoir décisionnel, mais qui est accompagné par un pilotage médical pour piloter médicalement la crise, quelle qu'elle soit. Après, selon les hôpitaux, il y a alors nous, on a des problèmes de riches à la Pitié-Salpêtrière. On a différents directeurs médicaux de crise possibles selon la nature de la crise. Mais dans des hôpitaux plus petits, on imagine un médecin prendre le lead médical sur le pilotage de la crise. Voilà ce qui va se passer les 24 premières heures. Et quelle serait la mission justement d'un médecin qui pilote? Voilà, donc si on reste sur la crise cyber, sur laquelle on a travaillé, il va logiquement déclencher les plans qui ont été préparés. D'accord. Et ensuite adapter le plan en fonction de la crise. On dit souvent que le plan résiste pas très longtemps à la crise, mais si on l'a préparé, c'est quand même mieux. Et donc, il va ajuster en fonction de la réponse et de la crise et de sa nature et de ce qui se passe, le pilotage. Et se retirer au moment où la crise se termine. D'accord. Donc, il y a un médecin pilote, on va dire c'est comme ça. Et puis, je suppose que vous mobilisez aussi d'autres équipes. Oui, tout à fait. Après, donc le pilotage médical s'appuie sur des équipes existantes. Hein. C'est pas des personnes nouvelles qui arrivent de nulle part. Non, c'est sur les équipes existantes qui ont été préidentifiées comme en capacité technique ou même humaine de gérer ce type de situation. Donc voilà, une petite modification du pilotage, mais qui s'appuie sur les ressources existantes, bien sûr. Et ça, dès que la crise éclate, ce processus se met en place immédiatement. Oui. Et donc, on passe d'une gouvernance de paix à une gouvernance de guerre. Oui. Je suppose que chez AXA, c'est la même chose. Oui, c'est un petit peu la même chose. Alors, déjà, ce qu'on fait au tout début, c'est qu'on essaie de bien qualifier la crise. C'est-à-dire que souvent, on parle de crise, mais ça peut être un incident. Donc, ça démarre toujours par un entretien que nous effectuons avec Estelle Guillon et puis le responsable métier qui est concerné, le plus souvent cyber d'ailleurs, pour bien qualifier et voir si effectivement ce qui se passe va avoir un impact stratégique, va être dans la durée, quels vont être les impacts et qu'est-ce que cela va perturber. Donc, une fois qu'on a qualifié ça, on va effectivement réunir une cellule de crise nationale avec les bons interlocuteurs. Alors, c'est pas des réflexes, hein, quelque part, c'est une forme de conditionnement puisque tout ça, ce que disait Fanny, on a des plans préétablis avec les bonnes personnes qui vont se réunir autour de la table. Et ça, c'est vraiment important pour réussir une gestion de crise, c'est qu'on ait pu identifier au préalable les personnes
Et cela se fait dans le cadre d'un annuaire de crise où toutes les personnes sont identifiées. Alors, c'est vraiment pluridisciplinaire, hein. C'est la RH, c'est le métier, c'est la gestion des sinistres, c'est le juridique, c'est la com, qui est extrêmement importante dans ces cas-là, puisqu'il va falloir prévenir nos collaborateurs, nos clients, ainsi de suite. Et donc, de réunir les bonnes personnes, notamment lors de cette première réunion de la cellule de crise nationale, c'est vraiment la base. À partir du moment où on réussit, et c'est ce qu'on voit régulièrement, à partir du moment où on réussit cette première réunion de la cellule de crise nationale, ensuite ça déroule. Ensuite, ça déroule, il suffit qu'on organise, on planifie, il y a une main courante qui est tenue par l'équipe qui est ici. Donc voilà, ce qui est vraiment important, c'est ça dans les 24 premières heures, c'est de pouvoir bien se réunir les bonnes personnes et planifier la suite. Voilà. Et quand je dis planifier, c'est prendre soin de ses collaborateurs aussi, puisque ça peut durer. Et donc, voilà, à partir du moment où ça peut durer, ce n'est pas forcément les mêmes collaborateurs qui vont gérer cette crise tout au long de la gestion. Donc, il faut pouvoir le planifier. Donc, il y a une planification et puis un plan à dérouler, mais est-ce que le plan peut effectivement être adapté si la crise est de nature un peu différente ou Le plan est souvent adapté. C'est-à-dire qu'on a des process, on a des plans de continuité d'activité quand c'est perturbé, mais ces plans-là s'adaptent régulièrement. Mais on a quand même les fondamentaux qui vont être là, voilà, et sur lesquels on va s'appuyer. Et ensuite, les métiers, en fonction du scénario de crise, vont pouvoir adapter ce qui va devoir être mis en place. Très bien, merci. Alors, il y a un élément, je pense, qui nécessite une maîtrise totale, je pense, c'est la question de la communication en interne et externe. Comment maîtriser justement la communication en cas de crise? Alors, quelle que soit la crise, effectivement, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Il faut qu'il y ait des plans préalables, le plan de gestion de crise et le plan de continuité d'activité. Et ce n'est pas forcément le même pilote dans les deux avions. Dans le cadre du plan de gestion de crise, il y a énormément de choses à communiquer. Tout d'abord, identifier effectivement la typologie de crise, la typologie de problématique et la gravité de la situation. En fonction aussi de typologie de crise qu'on anticipe, on ne va pas faire les mêmes démarches. Typiquement, vous ne stockez pas sur votre serveur ou sur votre SharePoint votre plan de gestion de crise parce que potentiellement vous êtes privé de numérique, oui. Donc ce serait un petit peu dommage. Comme vous n'imprimez pas un pavé de 400 pages de gestion de crise et vous le stockez dans la cave en cas d'inondation. Oui, c'est logique. C'est pas si logique que ça. En ayant travaillé sur les deux rapports, je vous assure que c'est pas si logique que ça. Il y en a qui l'ont plastifié. Important, mais plastification. C'est un bon début. Non, voilà, il y a plusieurs choses à vraiment anticiper. Quand on parle de théorie, c'est beaucoup plus difficile de se mettre en action dans le cadre de la réalisation elle-même de crise, d'où les simulations indispensables. Un plan est bon quand on l'a répété. Il n'est pas bon quand on l'a juste écrit et rangé quelque part au fond d'un placard et après on le cherche désespérément. Et il faut impérativement que la cellule de crise ne ressemble pas aux mignons hystériques. Parce qu'on les a découverts, mais plutôt aux gens rationnels. Typiquement, aujourd'hui, je dirige une association professionnelle. J'ai eu 2 incidents. J'ai déterminé des gens qui ne pouvaient pas faire partie, malgré leurs compétences, de la cellule de crise parce qu'ils n'ont aucun sang-froid. Humainement, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau les former, on a beau rédiger les process, ils paniquent. Le fait qu'ils paniquent, c'est insupportable. Mais comment faire face à cette panique? C'est pour ça qu'on fait des simulations. À partir du moment où la personne a paniqué une fois, ça peut arriver à tout le monde. Oui. Donc on a refait une simulation et la même personne panique à nouveau, c'est une constitution. On ne pourra rien y faire. Son adrénaline fait qu'elle est paralysée, qu'elle ne peut pas agir en conséquence et elle ne peut pas appliquer un plan. Donc elle doit être sortie remplacée. C'est bête, hein? C'est aussi bête que ça. Non, mais tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas le deviner. Et après, effectivement, il y a la communication interne. Donc, qui doit savoir?
souvenez-vous, c'était Orange qui avait subi une crise majeure. On avait cru que c'était une attaque cyber, mais ce n'était pas une. Le COMEX a été informé quasiment en dernier, ce qui était inadmissible parce que c'était les premiers qui ont été appelés par la presse au moment où le niveau de plainte avait augmenté de manière significative et donc la presse a été alertée et donc la presse a contacté qui? Les gens qui sont politiquement responsables et certainement pas le responsable de la cellule cyber ou de la cellule de crise ou quoi que ce soit. Et donc le fait que le COMEX n'ait pas été informé et qu'il n'a pas reçu les éléments de langage à communiquer ou ne pas communiquer, vous vous retrouvez avec une surcrise. Donc la maîtrise de la communication externe. La maîtrise de la communication externe est indispensable. Elle doit être écrite. Vous savez, un petit peu comme dans les call centers. Si on me dit ça, je fais quoi? Voilà, avec des petites flèches. Et il y a la communication interne. C'est pareil. Les collaborateurs sont la première source d'information. Absolument. C'est pas parce que y a une coupure internet ou une attaque cyber que votre collaborateur il n'a pas son mobile en disant en live sur Insta ou sur Twitch ou je ne sais quoi. Salut, je suis en chômage technique, donc machine à café à fond. C'est bête, hein, mais la presse s'en saisit, la population s'en saisit, les politiques peuvent s'en saisir. Absolument. Tout bêtement parce que ça a fuité. Ça a fuité et la personne ne pensait pas mal. Elle ne pouvait pas deviner que juste son petit live Insta à la machine à café parce qu'elle est au chômage technique parce qu'elle ne peut pas travailler sur son PC pouvait générer une surcrise de communication. Et puis, il y a la communication aux autorités. Elle est indispensable. On débranche tout, c'est bien, mais si on débranche mal, il n'y a plus de preuves. Si les preuves disparaissent, il n'y a pas de poursuite possible, on ne peut pas remonter et non plus se servir de l'attaque comme exemple à décortiquer qui pourrait servir à d'autres comme prévention. Et puis il y a la CNIL. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un contrôle de la CNIL, mais c'est des gens qui sont très sérieux. Et ils sont en mode cow-boy. Et quand je vous dis en mode cow-boy, vous avez une crise cyber. Il y a potentiellement une fuite de données personnelles. Ils saisissent non seulement les outils professionnels, ils saisissent les outils personnels qui se trouvent sur place au moment et aussi des choses qui n'ont rien à voir avec le numérique. Les calepins, les crayons, ça va jusqu'à là. Donc, quand ils y vont fort. Donc, du coup, tout ça, ça s'organise. Et donc, plus on est organisé avec les autorités diverses et variées, plus on sait quel type de déclaration on doit faire, dans quel délai et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on raconte dans cette déclaration? Qu'est-ce qu'on a compris de soi-même de sa propre crise? Quand on communique en interne sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Quand on gère la communication interne, externe, publique, autorité, à partir de là, on évite la surcrise. On gère déjà ne serait-ce que la crise, qui est déjà pas mal en soi, mais on évite la surcharge des équipes et surtout la dispersion de l'énergie. Parce que si vous êtes interpellé en permanence par différents canaux parce que potentiellement il y a une surcrise, comment ça se fait que ça fuit? D'où vient l'info? Qu'est-ce que je dois dire? À qui je dois répondre? Est-ce que je fais des déclarations? Est-ce que je ne fais pas les déclarations? Est-ce que je parle à la presse? Est-ce que je ne parle pas à la presse? Et ainsi de suite. Et ça ne concerne pas que les grands groupes type AXA. Hein. Ça peut être aussi une PME locale. Hein. La presse locale, elle est très friande aussi de tout ce qui peut se passer sur son territoire. Les élus locaux vont faire très attention à ce qui se passe si surtout il y a un risque environnemental, une crise qui pourrait durer et mettre au chômage technique une certaine population ou des choses comme ça. Donc, potentiellement, ça fait paniquer tout de suite tout le monde. Donc, la communication est le nerf de la guerre. Une fois qu'on a compris face à quoi on se trouve, et si on ne comprend pas, on doit avoir les ressources internes ou externes pour analyser, mais l'analyse doit être faite dans les premières heures, parce que sinon, vous ne savez pas quel type d'autorité ou quelle communication engager derrière.
Donc, la maîtrise de la communication, effectivement, s'avère plus que nécessaire, puisqu'après, effectivement, on maîtrise à la fois l'amplification de la panique, parce qu'on gère aussi des humains derrière à l'hôpital. Vous disiez tout à l'heure, une crise cyber, ça peut tuer, puisqu'il y a un arrêt effectivement de l'activité, mais aussi la panique chez les clients. Et du coup, des interlocuteurs divers et variés, la CNIL, mais les autorités aussi, la presse, etc. Je suppose que c'est intégré dans les exercices de simulation, les plans de communication à établir et à mettre en place. Et donc, il y a des exercices, on est confronté à la crise, et après la crise, comment tirer de cette expérience un modèle pour améliorer son organisation, pour mettre en place des plans de l'innovation dans la réponse à apporter face à une nouvelle crise ou une crise équivalente. Comment capitaliser sur cette expérience? Comment on fonde les organisations et les entreprises pour capitaliser sur ces expériences malheureuses, mais qui sont réelles? À l'hôpital. La réponse à donner à cette question, c'est qu'il faut faire des rétex. Une fois qu'on a dit ça... Ça veut dire En fait, on s'accorde tous pour dire qu'il faut faire des rétex. Mais la réalité, enfin la mienne à l'hôpital, de mon point de vue, c'est qu'on les fait très mal. On les fait de manière à essayer de sortir vivant de ce genre de situation et avec la problématique de rendre visibles les erreurs qui reste un problème. Donc, en théorie, il faudrait faire des rétex à chaud et à froid. Le rétex à chaud a cette utilité, moi, de mon point de vue, de refaire cohésion face à l'incident. C'est une manière de se réparer tout de suite, je pense, oui, plus qu'autre chose. Et le rétex à froid, beaucoup plus analytique, d'aller au fond des choses, de tirer enseignement, etc. Analyser les choses. Donc en théorie, si on fait ça, ça devrait être super. La réalité est un peu différente. Et j'ajouterais à cette notion de rétex la nécessité, selon moi, de valoriser ce qui a marché en termes de mode opératoire, mais aussi de personnes. Et on évoquait le sujet des personnes. C'est après une crise qu'on voit qui est fait pour ça, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut valoriser ces personnes-là en se disant peut-être, finalement, en temps de paix, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, tu n'es pas un collaborateur ultra performant, mais en temps de crise, c'est chouette de t'avoir à nos côtés. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut se dire, revoir un peu sa copie managériale en disant, ah, lui, il a assuré. Donc, à valoriser quelque part. Oui. Et puis les modes opérateurs, bien sûr. Moi, je pense que je peux le dire ici. On pensait, après la crise Covid, avoir tiré plein de super enseignements au niveau organisationnel à l'hôpital. On a fait plein de trucs bien pendant la crise. Et on est vite retourné dans nos travers d'hier. C'est dommage. Il y a eu des promesses en plus. Donc, voilà. Donc, oui, il y a la réponse théorique et la réalité. Je comprends mieux sur cette question. La théorie et la pratique. Mais qu'est-ce qui rend, donc en théorie, c'est ce qu'il faut faire, mais vous dites en pratique, c'est pas tout à fait ça, mais qu'est-ce qui rend le retour d'expérience aussi difficile à mettre en œuvre? Alors, quels sont les freins, les verrous? Ouais, en fait, ce qui rend difficile le retour d'expérience, effectivement, il faut toujours en faire un à chaud et puis un à froid. Mais ce qui rend difficile, c'est que finalement, tout le monde est impliqué pendant la crise, fin de crise, et puis après, tout le monde retombe un petit peu dans son train-train. Donc, c'est là un petit peu la difficulté. C'est là-dessus que nous, on constate, et on a beaucoup de difficultés là-dessus, c'est qu'on établit souvent, donc on fait ce rétex à chaud, ce rétex à froid, et on établit un plan de remédiation. Et alors, ce plan de remédiation avec un certain nombre de points négatifs et des points positifs qui ont fonctionné, mais surtout pour les points, je dirais, améliorés, sans être
négatif, c'est un plan de remédiation qui parfois est sur la durée, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc là, il faut un suivi. Et c'est pour ça qu'il faut des équipes qui puissent suivre ça avec les métiers. Et c'est pas toujours évident parce que les gens changent, des collaborateurs qui mutent, ça bouge. Donc c'est là-dessus où il faut vraiment être, faut être très processé, il faut être vigilant et pouvoir tenir ce plan. Je voulais intervenir sur un autre point là-dessus, c'est qu'il faut profiter malheureusement parfois de ces crises ça permet parfois de faire avancer énormément les choses. J'ai un exemple en tête. Malheureusement, c'est toute la période des attentats qui a eu lieu il y a quelques années, sur la capacité à avoir un outil qui nous permette en un instant T de prévenir nos collaborateurs sur un incident. Du style, par exemple, ne prenez pas le RER demain, il y a eu un incident sur la ligne ou restez en télétravail et autres. Donc sur un outil qui nous permette de les joindre sur leur téléphone personnel. Donc ça, au tout début, on était à peu près à 10% de collaborateurs. Nous n'avions que 10% de numéros de téléphone personnel de collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 92%. Et ça s'est fait malheureusement au fil des années, au fil des incidents, au fil des attentats. Et on a réussi à les convaincre tout de suite après en faisant des campagnes. C'est-à-dire qu'on a profité de ce moment à chaud pour faire des campagnes en demandant les coordonnées personnelles, en expliquant à quoi ça allait servir. Et notamment au fait qu'en cas d'incident en interne, les pompiers notamment, la première chose que les pompiers demandent quand ils interviennent sur un site, demandent qui est sur site à un instant T. Vous avez combien de personnes qui est là? Voilà. Et on était, je ne dis pas qu'on est parfait aujourd'hui, loin de là, mais on est à peu près en capacité de dire combien nous sommes et qui est là. Voilà, parce qu'après, il y a toutes les connexions. Vous rentrez, vous ressortez, vous n'êtes pas connecté, vous rentrez dans le parking, vous ressortez. Donc, voilà, ça reste toujours compliqué. Néanmoins, je pense qu'il faut profiter de ces moments de crise à chaud pour capitaliser dessus. Voilà. Donc, d'où l'importance, une nouvelle fois, de la communication interne pour convaincre les collaborateurs. Valéria ? Le retour d'expérience, mais pourquoi? Voilà. C'est se réunir et dire on a fait ci, on a fait ça, on a vécu ci, on s'est senti comme ça au milieu. C'est pas très efficace s'il n'y a pas de plan de remédiation effectivement derrière. Celui-ci est indispensable pour pouvoir justement boucher les trous qui ont permis que la crise arrive, que ce soit du point de vue numérique ou d'autres crises, et analyser sa propre réactivité, ce qui a fonctionné et ce qui nécessite une amélioration. Ça permet aussi de travailler sur d'autres événements, d'autres typologies de crise, en s'appuyant aussi sur le retour d'expérience de celles que nous avons déjà vécues. Et ce retour d'expérience, il ne peut fonctionner que s'il y a une volonté de gouvernance générale à avoir des leçons, enfin retirer des leçons de ça. Parce que si, issu d'une crise, le mot d'ordre de chef d'entreprise ou du COMEX, c'est retour à l'activité maximale et donc à l'avant-crise dans les meilleurs délais, à ce moment-là, on n'a pas le temps de se pencher sur le retour d'expérience. On n'a pas le temps de le faire, on n'a pas le temps de l'analyser, on n'a pas le temps de soulever les points de remédiation. Donc, au plus haut de l'entreprise, ce retour d'expérience doit être quelque chose de visé comme important. Faute de quoi, tout le monde remet la tête dans le guidon, essaie de rattraper le temps perdu, entre guillemets, et donc, du coup, à froid, il ne se passe plus rien. Et quand il faut, en plus, apporter des modifications dans le fonctionnement en s'appuyant là-dessus, c'est une épée dans l'eau, quoi. Il n'y a pas de résultat. Donc, il faut que ce soit stratégiquement décidé au plus haut. Faute de quoi, c'est totalement inutile. Ça peut... Néanmoins, ce retour d'expérience est important, je pense, aussi dans
dans la partie, enfin, cette analyse permet aussi d'anticiper et de préparer de nouvelles crises. Et donc, le point sur l'anticipation, le sujet de l'anticipation est primordial. Et ce retour d'expérience nourrit effectivement ces plans d'anticipation que l'entreprise ou les organisations peuvent par la suite mettre en place. Et sur cette question, l'anticipation dans l'entreprise ou dans une organisation se fait comment? Il y a des dispositifs de veille. Vous avez parlé tout à l'heure des simulations. Vous avez parlé de plans de continuité d'activité, etc. Donc, comment justement comment une organisation, une entreprise peut anticiper ou préparer une nouvelle crise? Voilà. Quand j'ai travaillé sur le sujet, ce qui sont dégagés, en tout cas, c'est qu'il y avait deux typologies de crises. Les crises de marché et les crises hors marché. Et je pense qu'il faut les séparer parce que ce n'est pas les mêmes équipes qui vont faire face. Pendant la crise de la Covid, il y avait le fait que les collaborateurs ne pouvaient pas rejoindre un poste de travail et encore, il y avait quand même des autorisations pour ceux qui ne pouvaient pas travailler à distance, mais il y avait aussi la problématique des fournisseurs et des clients. C'est-à-dire, qu'est-ce que je produis, comment je le produis, de quoi j'ai besoin pour le produire et comment je fais pour vendre mon produit ou mon service. Donc, il y a tout le monde n'est pas logé à la même enseigne selon l'activité que nous faisons. Une organisation comme l'hôpital a été extrêmement touchée. Oui. Les compagnies d'assurance ont été plutôt attaquées que touchées en leur sein à proprement parler parce qu'elles ont réussi assez rapidement à faire face, à faire travailler leurs collaborateurs à distance parce qu'ils étaient déjà numérisés, digitalisés et ainsi de suite. Vous avez les artisans qui étaient totalement perdus parce que plus de matières premières, plus de marché, plus de salariés. Donc, selon une mairie, identifier les personnes fragiles dans sa collectivité, ce n'est pas forcément une évidence si on ne l'a pas fait auparavant. Donc, l'assistante sociale du coin, est-ce qu'elle connaît tout le monde? Donc, derrière, c'est des coups de fil de voisinage. Hein, on en était là. Dans les communes de petite taille, dans les communes de grande taille, c'était carrément des brigades qui étaient envoyées pour aller sonner à toutes les portes et savoir qui était en vie, qui n'était pas en vie, qui avait besoin de quoi. Donc, selon la crise et selon la typologie de l'organisation que nous sommes, la crise de marché, donc c'est-à-dire faire face aux problématiques d'approvisionnement, faire face aux problématiques de concurrence spontanée importante venant de l'étranger ou des choses comme ça, c'est une typologie de crise qui peut impacter l'activité de manière dramatique, mais qui se maîtrise plus ou moins facilement parce que du coup, on peut se projeter dans l'anticipation. D'anticiper en tout cas, et les entreprises ont tendance à plutôt bien anticiper les crises potentielles de marché parce qu'elles connaissent leur environnement de marché. Oui. Et puis, il y a les crises hors marché ou qui ont un impact indirect sur leur marché. Donc, des crises géopolitiques qui vont avoir qui impactent sur l'approvisionnement, par exemple, ou la crise sanitaire qui a un impact sur l'approvisionnement non seulement de l'hôpital, mais aussi de la métallurgie. On n'a pas forcément pensé à ça en premier chef. Et donc, les crises économiques qui ont eu des impacts sur les liquidités, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Celles-là sont beaucoup plus difficiles à identifier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des équipes au niveau du gouvernement et des gouvernements et au niveau européen, mais aussi au niveau privé et chez les assureurs qui travaillent sur imaginer une crise qu'on n'a pas encore imaginée. Alors, on ne va pas jusqu'aux extraterrestres, mais pas si loin que ça finalement, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées, qu'on n'avait pas imaginées. Il y a de la recherche fondamentale sur le sujet. La crise sanitaire, par exemple, était anticipée sur le plan fondamental, mais ça paraissait tellement improbable que personne ne l'a exploité à proprement parler. Mais il y a un théoricien ou des théoriciens qui l'ont écrit quelque part. Et donc, ces crises-là sont plus difficiles à identifier, sont plus difficiles à anticiper aussi et demandent des moyens d'anticipation. Toute organisation n'a pas un budget, on revient encore une fois à l'hôpital, extensible à souhait. Ce n'est pas des chewing-gums. Une collectivité territoriale, une entreprise de taille modeste, et puis même des entreprises de grande taille. Quand AXA décide d'exploiter un des risques identifiés ou plus ou moins identifiés, il
il faudra expliquer aux actionnaires qu'on a mis de l'argent dessus. Et si on parle d'extraterrestres, ils vont dire, vous nous prenez pour des abrutis, quoi. Donc, il faut que ce soit suffisamment sérieux, faute de quoi il n'y aura pas d'engagement financier et donc il n'y aura pas moyen de travailler dessus. Et il faut que ce soit suffisamment éloigné de la réalité d'aujourd'hui, faute de quoi on commencera l'anticipation au moment où la crise va commencer. Donc, tout ça, ça nécessite un travail très fin et une organisation, une imagination et une capacité de convaincre les décideurs qui n'est pas anodine. Et c'est pour ça que tout mon respect aux directeurs de sécurité et de sûreté des entreprises et des organisations diverses et variées. Effectivement. Merci Valéria. Donc, ce que je retiens, c'est donc il y a des crises qu'on peut anticiper, d'autres moins. Et même quand on peut les anticiper, il faut faire avec des contraintes. Des contraintes organisationnelles, des contraintes financières, bien évidemment, humaines aussi parfois. Et c'est tout de même ce qui rend la chose, je suppose, difficile. Donc c'est tout un travail et les équipes qui travaillent sur ça, je pense qu'il y a une veille permanente à mettre en place pour avancer, essayer de faire du mieux. Un dernier mot peut-être sur la question de l'anticipation et on se laissera 10 minutes pour un échange avec le public. Moi, je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué en introduction et qui me paraît assez important d'illustrer dans le cadre de la crise cyber hospitalière. C'est que c'est une crise où deux catégories de personnel s'affrontent. On a d'un côté des soignants qui veulent soigner et de l'autre des RSSI. Oui. Et ces deux catégories de personnel ne se comprennent pas. Il y a des RSSI ici? Ok. Préparez vos questions alors. Non mais vraiment, c'est un vrai problème. Et en fait, dans tout le travail de préparation à cette crise que maintenant on a bien identifié, on sait ce que ça fait, on sait ce que ça va nous faire et qu'il faut travailler dessus. Le travail est extrêmement complexe, d'abord pour ça. C'est qu'en fait, ces deux catégories de personnel ne se comprennent pas. Et tant qu'on n'arrive pas à faire le lien entre une appli et j'injecte tel médicament, c'est hyper dur. Et la cartographie qui est absolument nécessaire, qui est la base de tout le travail de préparation, de mode opératoire, tout ça ne peut pas être bien faite. Et donc, si je dois donner un conseil sur la crise cyber, c'est finalement, on a tout intérêt à faire se parler ces gens-là en amont. Voilà, je vais revenir là-dessus. Et puis, je vais faire une allusion absolument terrible pour Women for Cyber, mais je compare ce dossier au sujet de la voiture familiale. La voiture est pour certains un bien en soi, pour certaines un moyen d'aller d'un point A à un point B. Le transport. Je pense que sur le dossier cyber, c'est pareil. La vérité est la somme de ces deux choses-là. Il faut protéger notre SI pour les données qu'il contient et leur côté précieux. Mais il faut aussi bien avoir en tête que c'est un moyen de soigner. Et c'est là probablement où, là je pense que nous encore à l'hôpital, on a un effort à faire. C'est que moi j'ai connu des exercices cyber où d'un côté les informaticiens sont très contents d'avoir fait leur diagnostic et d'avoir coupé à temps. Ils ont l'impression d'avoir sauvé la boîte. Et de l'autre, des soignants qui disent nous, on peut accueillir plus aucun patient. Oui, on a des patients. Rien qui marche. Oui. Donc, c'est la difficulté de ce dossier-là, de mon point de vue. Et donc, les perspectives de travail sont là, pour moi. Vaste sujet. Puis un chantier
pour Ex comment Machina. travailler. Ah oui. On a des RSSI, donc je pense qu'il y aura des propositions. Bon courage Fanny pour cette thérapie de couple. Oui, c'est exactement ça. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que la veille est importante. Il faut une veille pour pouvoir anticiper et pour pouvoir bien réagir derrière. Si vous n'avez pas de veille, ça va être compliqué après, puisqu'on ne pourra fonctionner que par réflexe. Et il ne faut pas fonctionner par réflexe, il faut plutôt essayer de fonctionner par conditionnement, par une application suite à des exercices, à du conditionnement. Alors, comment on veille? On veille avec tout ce qui peut être réseau institutionnel, réseau privé, association, club de la sûreté, la sécurité, CCA, autres, mais il faut s'ouvrir à l'extérieur. Ça, c'est vraiment essentiel, sinon on vit dans son petit monde et on ne voit pas ce qui se passe autour. Donc ça, c'est vraiment important. Donc cette veille va permettre d'anticiper. Alors comment on anticipe dans une entreprise? En tout cas, nous, comment modestement on essaie de le faire? C'est au travers ce qu'on appelle un comité de vigilance qui a été mis en place par les équipes et qui est réuni. Et là, ça, je rejoins un petit peu la formation que vous voulez faire, Michel, qui est de faire travailler tout le monde en pluridisciplinaire, puisque ce comité de vigilance va réunir l'ensemble des métiers de l'entreprise de façon à imaginer si le scénario catastrophe arrive, comment on va réagir. Donc ça, on l'a mis en place notamment juste avant la crise du Covid, à peu près 2 mois avant. On s'est réunis plusieurs fois, avec la RH, la com, les directions juridiques, enfin tout le monde. Et c'est ce qui nous a permis, quelque part, en tout cas ça a beaucoup contribué à ce que le jour J, l'entreprise bascule quasi complètement, enfin c'est pas quasi complètement, c'est complètement en télétravail et ça a fonctionné. Voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Donc c'est vraiment important de travailler en pluridisciplinaire et ces comités de vigilance-là sont importants. Le dernier en date d'hier matin, pour prévenir les manifestations qui ont lieu demain. Et ce comité qui a lieu, en fait, là en l'occurrence, c'est pour prévenir les collaborateurs qu'ils ont la possibilité éventuellement de rester en télétravail au vu des difficultés dans le cadre des accords et autres. Voilà. Donc ça, ce comité, on le fait vivre régulièrement en anticipation. Et je pense que c'est plutôt efficace. D'où l'importance. Mais vraiment, l'idée, c'est de faire travailler, d'habituer tout le monde à travailler ensemble, pour les habituer le jour J en mode gestion de crise, à pouvoir travailler et à résoudre les problèmes ensemble. Pour être prêt. Voilà, tout à fait. Parfois, c'est pas facile. Hein. Anticipation et faire travailler les gens ensemble. Et je remercie nos 3 experts d'avoir partagé avec nous leur expertise. Et on va prendre quelques questions. RSSI, non? Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une remarque et une question. La remarque, c'est en vous écoutant, je me disais que peut-être qu'on devrait arrêter de parler de crise cyber et parler de crise d'origine cyber, comme on me l'avait fait remarquer un jour, parce que la crise d'origine cyber, ça montre bien que les problèmes commencent avec la cyber, mais après, ça devient une crise métier. Et que dans l'intervalle entre la crise cyber et la crise métier, plus assez de lits, les machines qui fonctionnent pas, c'est cet intervalle-là qui est le plus problématique à gérer et qui fait qu'on doit avoir de l'interdisciplinaire. C'est parce que c'est pas juste une crise cyber, c'est une crise d'origine cyber. Et en fait, c'est une vraie crise métier. Donc ça, c'était l'observation que je voulais faire. Et puis la question à propos de ce qui est vraiment particulier dans la cyber, on n'a pas évoqué l'ubiquité des cyberattaques. Le fait que contrairement à un incendie voilà, il y a un incendie quelque part, mais il ne peut pas arriver au même moment dans 25 endroits du globe. La crise cyber, elle peut arriver dans 25 endroits du globe qui peuvent être 25 clients AXA et qui, tout à coup, se retrouvent, alors qu'ils ne pourraient pas avoir 25 incendies d'un coup, se retrouvent avec 25 cyberattaques. Et je me demandais si ça, c'était vraiment une variable à prendre en compte ou bien si c'était plus fantasmé que réel. Alors oui, c'est une variable à prendre en compte puisque effectivement, quand il y a une cyberattaque ou une attaque qui va attaquer un système AXA, ça va souvent, la plupart du temps, ça va concerner plusieurs entités. Et plusieurs entités qui sont le plus souvent en France, mais qui peuvent être également en Belgique, en Hollande ou dans d'autres pays. Donc dans ce cadre-là, oui, pour répondre à votre question, oui. Et comment on se met en place? En fait, dans ce cas-là, si d'autres entités étrangères sont concernées, c'est la notion de groupe qui prend le relais. Et on aura une gestion de crise qui sera différente,
qui sera coordonnée par le groupe, et nous serons une partie de cette gestion-là. Enfin, nous rentrerons dans une partie de cette gestion-là. Donc oui, ça arrive, oui, tout à fait. Avec des clients qui ont une multiple nationalité. Merci Michel. Une nouvelle question? Oui, bonjour, merci pour vos témoignages. Moi, je vais apporter un angle un peu différent. J'ai eu à gérer une grosse crise cyber dans un grand groupe de santé, de biologie médicale, et ça s'est passé au contraire de manière très fédératrice. Donc, bon, voilà, rien n'est généralisable, hein, mais pour nous, déjà, le fait qu'il y ait un attaquant, c'est un facteur fédérateur, parce qu'on a tous le même ennemi. Et donc, au contraire, la DSI que je portais et les biologistes, qui étaient la population de professionnels de santé qu'on animait, se sont énormément fédérés, notamment pendant les tout premiers jours où on ne savait pas si l'attaquant était toujours là. Donc, tant qu'on sent sa présence, ça a été fédérateur. Les autres éléments qui m'ont aidé, c'est que je portais la cellule de crise. Évidemment, il y avait des réactions parce qu'on demande beaucoup de contraintes. Donc, effectivement, j'ai tout à fait vu ce que vous décriviez. Mais ce qui m'a aidé, c'est qu'une personne qui était légitime auprès d'eux leur a demandé de se mettre dans la cellule de crise, de se mettre et je ne l'ai pas vu, moi, parce que c'est une consigne qui est passée, c'est pas passé par moi. Il a écrit à tous les biologistes pour leur dire il y a une cellule de crise, vous vous mettez dans la ligne de la cellule de crise, et ça marchait. Ils se sont mis dans cette logique-là. Et puis, bien sûr, le troisième aspect, c'est que faut en faire des tonnes en communication. Mais après, j'ai plutôt ressenti qu'ils avaient adoré ça. Alors, parce qu'ils se connectaient au call de cellules de crise en avance, ils posaient des tas de questions de cyber, ils étaient à fond. Parce qu'il y avait un attaquant. Bon, et puis on a eu de la chance que ça soit géré assez tôt pour qu'il n'y ait pas des dommages qui font que tout le monde s'engueule. Voilà une expérience qui a marché. Ouais, je peux commenter. Ce que vous décrivez est assez juste. Hein. Nous, c'est des choses qu'on a vécues, par exemple, pendant les attentats. Mais c'est des crises aiguës. Effectivement, lors des crises aiguës, il y a une espèce d'engouement collectif face à l'ennemi. Ça marche très très bien. Il y avait même trop de monde. Le problème avec la crise cyber dans un hôpital, c'est que ce qu'on nous rapporte, c'est des crises qui durent 10 mois. Et en fait, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Les personnels s'épuisent pour différentes raisons. Alors, il y en a qui s'épuisent par ennui. Parce qu'en fait, le fait de ne plus avoir ces moyens de travailler bien dégrade l'offre de services ou de soins. Enfin, donc, il y a le phénomène d'ennui et il y a aussi le phénomène de peur. Les systèmes d'information ont permis d'augmenter la qualité des soins. Donc, quand on les perd, on soigne moins bien. Et ça, c'est dur pour un soignant. Il y en a que ça terrorise. Faut bien comprendre qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple qui me concerne, un pharmacien, il ne connaît plus ces posologies. Il va les chercher. L'accès au savoir, on apprend à nos étudiants l'accès au savoir. On leur apprend plus à apprendre par cœur. Donc, ils ne savent plus faire sans. Donc, du coup, il y a une prise de risque qui est majeure en l'absence de système d'information qui peut donner extrêmement peur. Donc voilà, il y a la peur, il y a la fatigue, il y a la lassitude, ils décrivent également, les collègues décrivent ce phénomène d'impatience. Une cellule de crise dit ça va revenir demain, et puis finalement c'est pas demain, ce sera après-demain. Cette longueur est juste insupportable en fait. Mais le phénomène que vous décrivez est vrai. Vous avez tout à fait raison. Merci Fanny. Une dernière question. Bonsoir, merci pour votre retour. J'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. On n'a pas abordé du tout l'anticipation de la crise, mais par le biais de la supply chain. C'est-à-dire que la crise, quelque part, c'est un constat d'échec. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le mur en amont. Et notamment, je pensais par exemple à l'hôpital, vous parliez tout à l'heure de faire parler les médecins, ou les soignants, appelez ça comme on veut.
et les RSSI. Est-ce qu'il n'y a pas un terrain d'entente, par exemple, ne serait-ce que dans le choix des matériels? Par exemple, dans un scope, enfin, je ne connais pas le terme technique, mais admettons, un scope en tant que tel, il y a le scope XYZ qui serait très bien pour les médecins, mais le UVW, il est bien à la fois pour les médecins, un petit peu bien pour les RSSI, c'est-à-dire que ce n'est pas le top bien pour les médecins, mais il est agréable également à sécuriser. Est-ce qu'on travaille en amont avec la supply chain pour dire, on fait un compromis finalement, c'est un compromis de systémier quelque part, entre le besoin de soigner, le besoin du RSSI de sécuriser son infrastructure numérique. Comment ça peut être travaillé, ça? C'est une très bonne question. Je suis d'accord avec vous. Le fait est qu'aujourd'hui, pour dire les choses très clairement, c'est la contrainte économique qui prend le dessus. Donc, on va aller chercher ce qu'il y a de moins coûteux. Je ne peux pas dire que ces gens-là ne se parlent pas, au moins au stade de l'acquisition de matériel, ce serait faux. Il y a quand même des concertations, notamment avec des experts. Enfin, pour le coup, je ne peux pas dire l'inverse. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est plus de l'ordre de ces limites d'expertise. En fait, encore une fois, un soignant, tant qu'il soigne, il ne se demande pas, mais c'est comme tout le monde avec son téléphone, tant qu'il marche, on ne se demande pas comment il fonctionne, quoi. Et le soignant, en fait, il n'a pas envie de savoir comment son truc fonctionne. Jusqu'au moment où on lui demande de faire une cartographie. Et il dit, moi, j'en sais rien. Et en fait, toute cette interdépendance, pour nous, c'est complètement opaque, nous, soignants. Et donc, on découvre ça quand il faut écrire des modes opératoires pour la cyber-résilience. Et là, on essaye de se parler avec les informaticiens, mais on a du mal à se comprendre très, très clairement. Mais c'est les limites de nos savoirs techniques. Plus que des intentions, en fait, je pense. Donc, on a à gagner, je pense, à se parler de ton outil, décris-moi comment son fonctionnement, je te dis ce qu'il fait pour moi. C'est probablement là la solution. Là, une piste de solution qu'il faudrait rapidement mettre en œuvre. Je pense que c'est possible. Boire des coups avec des informaticiens. C'est très bien, boire des coups avec les informaticiens. Mais c'est quelque chose à faire. Je pense que c'est nécessaire de le faire, surtout. Encore une nouvelle fois, merci. Merci à nos 3 experts pour ce partage d'expérience. Et puis, voilà. Et merci aussi au public pour les questions et pour cet échange. On a appris beaucoup de choses. Et je laisse la parole à Michel. Merci. Merci beaucoup. Alors là, on va entrer un peu plus dans la question du mentorat. C'est un focus un peu plus fort sur ce programme de mentorat. D'abord, je voudrais savoir, parmi les binômes qui sont présents, est-ce que vous pouvez vous manifester pour qu'on vous voit? Enfin, il n'y a peut-être pas tous les binômes, mais au moins, est-ce qu'il y a un membre des binômes, tous ceux qui ont participé au mentorat? Oui, voilà. Il y a une bonne partie, en fait, du groupe de cette année qui était formé de 15 binômes. 15 binômes, c'est en fait beaucoup pour une opération qui a été montée... comment dire, on était une équipe de 2 à 3 personnes pour gérer ces 15 binômes. Mais finalement, quand on veut faire quelque chose de qualitatif, on ne peut pas facilement monter à l'échelle et dire on va avoir 250 binômes. Non, ça ne fonctionne pas. Mais ces 15 binômes-là, qui étaient à la fois des femmes et des hommes en termes de mentors, mais évidemment toujours pour... des femmes mentorées, puisqu'on est dans Women for Cyber, ont permis de faire vivre de tisser des liens, bien sûr, entre le ou la mentor et puis la mentorée. On a eu, par exemple, récemment une
mentorée qui m'a écrit, qui était en reconversion. Elle travaillait dans le domaine du luxe avant. Et c'était avec toi, Nicolas, n'est-ce pas? Et puis aujourd'hui, elle s'est mise à fond dans la cyber et la cyber dans le volet très technique de la détection de menaces, on appelle CTI, Cyber Threat Intelligence, et elle s'est mise à fond là-dedans. Elle s'est fait des gros programmes d'éducation très avancés. Et là, elle ne pouvait pas venir parce qu'elle a trouvé un job à l'étranger. Elle m'a écrit pour indiquer sa reconnaissance sur le fait que le mentorat l'a beaucoup aidé dans cette phase de reconversion où il y a une forme de vulnérabilité qu'on peut ressentir. Et donc, ce n'est pas uniquement pour des étudiantes, c'est aussi pour des personnes qui sont dans cette dynamique de reconversion. Mais là, je voudrais laisser la parole à un binôme en particulier. On aurait pu le faire pour d'autres binômes, mais bon, on en a choisi un. Et je vais inviter tout de suite Inès Atit et puis Estelle Guillon-Abinal à me rejoindre pour un témoignage de finalement ce que ce programme, ce en quoi il a consisté et ce qu'il a pu apporter. Donc, je vais me mettre juste ici avec vous, Inès et Estelle. Et puis, je vais commencer par vous, Inès, que je connais d'avant le programme, puisque j'ai eu la chance de vous accompagner en tant qu'étudiante à l'IUT Réseau et Télécom à l'Université Sorbonne Paris-Nord, dans le cadre du cours de droit de la cybersécurité, puisque on essaie de faire en sorte que les personnes qui sont en charge de la cyber aient aussi des cours de droit, toujours dans cette dynamique pluridisciplinaire, qui est très importante pour nous. Et puis, Inès, vous avez participé à ce programme et vous avez eu comme mentor Estelle. Alors, d'abord, la première question que je voudrais vous poser, qu'est-ce qui a fait que vous avez poussé la porte du mentorat? Alors, avant le début de ce programme, j'étais déjà dans une période de transition. C'était le fin de mon BUT, le début du stage, la recherche d'alternance pour l'école d'ingénieur. Donc, j'étais un peu perdue. C'était une période un peu sensible pour moi. Et donc, j'ai décidé de sortir un peu de ma zone de confort, puisque je suis une personne un peu qui stresse souvent. Donc, je voulais sortir un peu, comme j'ai dit, de ma zone de confort, rencontrer des professionnels, voir un peu le domaine du réseau et de la cybersécurité. Et donc, ce programme est arrivé au bon moment. Donc, voilà. Alors, vous dites que vous stressez, mais moi, je retiens surtout que vous êtes courageuse et que ça l'emporte sur votre stress. Parce qu'il faut du courage pour se lancer dans ce genre de programme, d'aller tisser un lien avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Estelle, toi, comment tu as vécu le fait que Inès pousse la porte de ce mentorat et qu'elle arrive jusqu'à toi? Alors moi, je comprends tout à fait que ce soit du stress d'abord, parce que quand j'avais l'âge d'Inès, jamais j'aurais osé. Jamais j'aurais osé profiter de cette chance que j'aurais peut-être vue comme plus un aveu de faiblesse ou juste j'aurais été trop timide. Donc je trouve que c'est super que Inès ait eu ce courage, parce que c'est vrai que c'est du courage. Pour moi, aujourd'hui, en tant que mentor, cette année, j'étais en binôme avec Inès. J'ai eu d'autres expériences de mentorat parmi les années précédentes, souvent d'ailleurs en interne chez AXA. C'est toujours une immense chance. C'est du temps qu'on passe, mais c'est du temps où on apprend énormément sur soi-même aussi. C'est de la fraîcheur, c'est une autre façon de voir les choses. Donc voilà, s'il y a parmi vous des gens qui se posent la question de devenir mentor, allez-y, vous serez récompensé au centuple. Alors si on pense aux mentors et aux mentorés, en se disant ils vont peut-être venir, ils ont peut-être, il et elle ont peut-être envie de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y fait dans ce mentorat. Vous pouvez nous donner, Inès, quelques étapes marquantes de cette séquence que vous avez pu vivre avec Estelle? Alors avec Estelle, on a organisé des rencontres d'échange. On a parlé de moi, de ce que je veux faire.
On a aussi travaillé mon CV. On a organisé aussi une petite rencontre où on a sorti tous les points positifs de moi et tout ce que j'ai fait avant. Donc, c'était bien intéressant. Ça vous a aidé de voir ces points positifs exprimés de manière la plus large possible? Ouais. C'était vraiment bien intéressant et du coup, ça m'a permis de voir mes points positifs que j'avais jamais pensé à ça avant et du coup, c'était l'occasion de voir. Estelle aussi m'avait organisé une rencontre avec les professionnels d'AXA. J'ai pu rencontrer un chef de projet, une chef de projet, pardon, un Scrum Master et l'équipe cyber. Scrum Master, parce que moi j'ai des étudiants juristes qui sont ici déjà sur RSSI, c'était pas facile pour eux, mais c'est parce que c'est le début de l'année. Alors Scrum Master, hein, il faut avoir pitié d'eux. Alors si je ne me trompe pas, c'est un peu comme le chef de projet. En fait, c'est pour l'organisation des sprints, c'est les parties des projets et la gestion de l'équipe de manière générale. D'accord. Je pense que c'est ça. Donc atelier CV, rencontre avec des praticiens d'AXA. Quand vous les rencontrez, est-ce que vous comprenez ce qu'ils vous disent? Surtout l'équipe cyber, là j'étais bien contente de tout comprendre. Ça m'a fait plaisir puisque j'ai fait un peu le lien avec ma formation et du coup j'ai vu ce qu'on faisait. Que c'était pertinent. Ouais. Et du coup c'était super intéressant et ça m'a aidé en fait à continuer. Alors, après cette rencontre avec des praticiens, vous avez tissé un lien peut-être un peu plus personnel. Est-ce que vous pouvez me raconter en quoi ça a consisté? Je crois que vous avez profité aussi d'un temps pour vous qui n'était pas forcément lié à la question de la cyber et de la professionnalisation. On a fait une sortie théâtre aussi. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir devenir mentorés là. Donc c'était bien. Donc au théâtre. Et il n'y avait pas un autre moment? Elle m'avait envoyé une invitation à une table ronde cyber, mais elle n'a pas pu assister. Je suis allée avec des copines. Donc, Comme quoi on peut mentorer même sans y être. Donc maintenant, beaucoup de gens vont vouloir devenir mentor. Et aussi le musée, non? Vous m'aviez parlé du musée. Ah, ça c'était une idée, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas fait. Tu as raison, Michel. Je voulais qu'on... AXA, on est mécène du Louvre et donc on a des accès privilégiés. Je m'étais dit qu'on pourrait y aller, mais on peut le faire même si on n'est plus dans le programme. Donc, tu as raison, tu n'oublies rien. En fait, moi, je me pose la question des appréhensions qui pouvaient être les vôtres, Inès, avant d'entrer dans ce programme de mentorat. Et puis, tout de suite après, je me dis, quand vous vous voyez aujourd'hui et quand vous vous voyez avant le programme de mentorat, quelle est la différence? Donc, d'abord, quelles étaient les appréhensions que vous pouviez avoir avant d'entrer dans le programme? Alors, au début, j'hésitais beaucoup. J'avais peur, je me disais, est-ce que je vais réussir? Est-ce que, de parler avec des gens que je ne connais pas, des professionnels? Est-ce que je vais déranger? C'était ça plutôt la question. Mais du coup, Estelle était bien là, était bien présente et m'a aidée à être à l'aise. Et du coup, au bout de la deuxième rencontre, je pense, on a fait une rencontre en visio et après la première rencontre sur site, j'étais déjà à l'aise et ça allait. Et je pense peut-être ce qui est important, c'est vrai que le mentorat, c'est aussi des rencontres régulières. Donc l'idée, c'était toujours, on ne se quittait pas sans avoir fixé le prochain rendez-vous. Et également, on ne se quittait pas sans avoir un petit programme de choses à faire d'ici le prochain rendez-vous. Alors ça pouvait être un programme pour Inès, par exemple, rencontrer des gens, parler, prendre le temps d'aller rencontrer 3 personnes qu'elle connaissait moins bien dans son environnement, des choses comme ça. Et ça pouvait être un programme pour moi, c'est-à-dire, par exemple, lui organiser cette fameuse journée chez AXA de rencontre. Mais ça, je pense que c'est très important d'avoir ce rythme.
Et le fait de, du coup, comme on sait qu'on va se revoir un mois après, par exemple, on sait qu'on a un deadline pour faire les choses. Alors, on doit mentionner que le programme dure 6 mois, que pendant ces 6 mois, l'association Women for Cyber n'impose rien. Elle ne dit pas, par exemple, chaque binôme, vous devez prendre absolument rendez-vous tant de fois et faire telle chose et les emmener ici et faire cela. Non, il y a une liberté en fait qui se manifeste pour chaque binôme. En revanche, l'association est toujours présente pour accompagner les binômes, notamment quand il peut y avoir des atomes crochus qui mettent un peu de temps à venir, ou bien un des membres du binôme qui est aux abonnés absents. Ça, c'est notre job en tant qu'association, bien sûr. Mais là, dans votre cas, le lien, il s'est fait naturellement, spontanément, mais aussi, Estelle, parce que je peux dire que dans ton esprit, en tout cas, le mentorat, c'est pas quelque chose qu'on traite de manière secondaire, c'est un programme et il y a certaines choses qu'il vaut mieux faire pour que ça fonctionne bien, comme tu le disais, une sorte d'hygiène dans la maintenance dans l'entretien du lien. Je ne sais pas si tu veux rebondir un petit peu là-dessus, parce que je sais en tout cas que pour toi, c'était quelque chose de très méthodique, la manière de vivre ce mentorat. Non, mais écoute, je pense que tu as tout dit. Ok. Et alors, Inès, maintenant, quand vous vous voyez aujourd'hui par rapport à avant le mentorat, est-ce que vous voyez une différence? Et si oui, laquelle? Alors, je vois beaucoup de différences. Si c'était Inès il y a 1 an, je peux dire, je ne serais pas là. J'ai gagné un peu en confiance. Comme je voulais, je suis sortie un peu de ma zone de confort. Et j'ai trouvé que j'ai grandi un peu. Donc voilà. Et puis, vous continuez votre alternance aussi? Oui. Où ça, juste pour... C'est à AXA ici. C'est AXA, c'est incroyable. C'est fou, hein? Et donc, félicitations à vous. Alors moi qui suis pourtant très physionomiste, j'avoue que je suis rentrée dans la salle tout à l'heure et pourtant je vous ai eu longtemps en cours. Je suis rentrée dans la salle et vous étiez présente là et je ne vous ai pas reconnue. Mais je ne vous ai pas reconnue, pas parce que je n'aurais pas reconnu votre visage, c'est parce que je n'ai pas reconnu votre posture. Parce que entre la Inès de avant le programme où vous étiez, en tout cas vous aviez une image de vous qui était timide, aujourd'hui je vois une jeune femme vraiment transformée par la rencontre avec Estelle et puis par tout ce que vous avez pu entreprendre aussi. Je pense que vous prenez conscience aussi de la force intérieure qui est la vôtre et du courage qui vous caractérise. Et pour toutes ces raisons, moi je suis admiratif de ce que vous avez réalisé à deux. Et puis vous, Inès, en particulier, de ce que vous avez développé de ce que vous avez montré comme force pour entrer dans ce mentorat. C'est pas prévu dans le script, mais je voulais savoir si vous aviez des questions sur ce programme de mentorat avant qu'on lance le prochain programme, ce qu'on va faire devant vous tout à l'heure. Oui, bonsoir. Quels sont les critères de sélection? Je ne sais pas si on est tous entendus. Et il faut être une femme pour être mentorée. Non. Oui, je comprends qu'il faut être une femme, mais du coup, moi, j'ai envie d'être mentorée. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que je réponds aux critères, à part être une femme? Et est-ce que vous vous intéressez à la cyber quand même? Oui, bien sûr. Et quels sont vos... Dans quel secteur évoluez-vous? Quel est votre statut aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Je suis pas en train de savoir. Alors, je suis en reconversion professionnelle. Je n'ai pas encore de secteur de prédilection. J'ai effectué une formation et une certification de chez Cisco. Okay. Et là, je suis à l'écoute des opportunités. Je recherche un stage, une alternance et voilà. D'accord. Je veux faire partie de ce programme-là. Très bien. Écoutez, il y a un cocktail qui est prévu juste après. Je pense que ce sera parfait pour en discuter. Il y a une autre question ici. Bonsoir, madame.
Oui. Ah oui, pardon. Oui, moi, c'est pareil. En fait, je suis en poste et je souhaite me reconvertir dans la cybersécurité par rapport à la fibre numérique, à l'intérêt général, tout ça. Mais du coup, je ne me suis pas encore lancée dans une formation parce que du coup, je suis toujours active. Donc, je ne sais pas si ça marche avec des congés de formation ou des... voilà. Très bien. On va avoir un peu des renseignements sur les formations et le mentorat, en fait. Parfait. D'ailleurs, je vais vous présenter bientôt vos 2 prochaines interlocutrices qui vont animer la prochaine session de mentorat, puisque moi, j'ai fait la session présente et puis je suis très content que la relève arrive. Est-ce qu'il y a aussi du côté des mentors, des gens des potentiels mentors, des questions auxquelles on pourrait répondre pour encourager à faire ce mentorat en tant que mentor? Et là, il n'y a pas de critères. On peut être un homme, on peut être une femme, ça pose aucun problème. Venez comme vous êtes, quoi. Oui. Comment on postule? Eh bien, justement, en fait, on a, au fur et à mesure des profils qu'on a recueillis, là, cette année, on avait pas mal de chance parce qu'on avait un peu plus de mentorés que de mentors et c'est toujours plus facile de chercher des mentors que de chercher des mentorés quand on a trop de mentors. Donc, ça, c'est très, très bien équilibré. On avait donc 15 binômes, mais ils ne sont pas tous arrivés au même moment. Je pense dès le premier mois, on avait 11 binômes. Et puis après, il y a des binômes qui se sont formés un peu plus tardivement, un peu par le bouche à oreille des binômes existants. Ou une mentorée, on avait parlé à une copine qui a dit moi aussi j'aimerais bien participer, elle est venue après, etc. Donc c'est variable. Je pense que honnêtement avec 15 binômes, c'était bien rempli comme pour l'organisation, mais on peut imaginer peut-être, le programme peut très bien marcher avec 10 binômes. Évidemment, s'il y a 2 binômes, ça ne sert à rien de se décarcasser trop quand même. Et puis si on en a 50, c'est ingérable par contre. Enfin voilà, c'est une question de... Ouais. Et une dernière question peut-être, oui. Alors, il faut quand même pouvoir emmener la mentorée vers des occasions professionnelles ou faire avancer ses réflexions dans la cybersécurité. Je pense que la mentorée, ce qui va lui être utile, c'est effectivement de relire, de faire une relecture de CV avec une personne qui connaît le milieu de la cyber, quel que soit l'échelon dans lequel on connaît la cyber, hein. Et puis aussi d'avoir des contacts. Les mentorés souvent n'ont pas le réseau que les mentors ont. La chose la plus utile pour un mentor, c'est de partager son réseau après avoir tissé un lien personnel et professionnel avec la mentorée. Donc je pense que c'est là que ça se joue. Très bien, écoutez, parfaite transition en tout cas pour maintenant introduire les 2 personnes, les 2 femmes qui vont reprendre la séquence de mentorat. Alors je voudrais accueillir Charlotte Greer de Women for Cyber et puis Anya Ba aussi de Women for Cyber qui est juste là. Bonsoir à toutes les 2. Alors, bonsoir Anya, enchantée. Alors, je vais vous laisser le micro tout simplement, puis je vais progressivement m'effacer. Vous avez le temps qu'il faut pour vous présenter et pour susciter des vocations chez les mentorés, chez les mentors. Non. On avait noté 15 minutes en gros. Bonjour. Voilà, bonjour, oui. Voilà, donc je suis Charlotte Greer, je suis secrétaire générale de Women for Cyber, mentor depuis 3-4 ans, depuis le premier programme de mentorat. Donc j'ai le plaisir de prendre la relève de Michel avec Anya sur l'organisation du prochain programme de mentorat. On a eu beaucoup d'écoles partenaires cette année, donc on a beaucoup de mentorés qui ont déjà commencé à postuler. Et donc, les mentors, n'hésitez pas à proposer vos services. Ça pourra aussi nous permettre d'avoir le choix par rapport aux attentes des mentorés et à vos attentes à vous pour faire les bons matchs au niveau des binômes.
Donc, on recherche aussi quand même pas mal de mentors. Donc, on ne va pas se limiter. Hein, on a une question sur le nombre. Ne vous limitez pas. Et vous avez vu que c'est quand même une expérience enrichissante, hein, l'expérience d'Inès et Estelle. Voilà. Voilà ce que je peux dire en 2 mots. Bon, est-ce que tu veux compléter Je pense que tout a été dit. Donc, c'est un programme qui permet d'avoir 2 personnes, une personne qui a beaucoup d'expérience, qui a travaillé forcément dans la cyber, qui est dans le domaine, qui a pu rencontrer des gens dans la cyber et partager ça avec une personne qui se cherche, qui veut découvrir le monde de la cyber, mais qui n'a pas forcément encore toutes les données. Donc, avoir ce binôme qui se crée, que ce soit une femme ou un homme, ce serait super pour la mentorer. Donc, j'ai été mentorée aussi cette année, donc j'ai pu aussi voir les bienfaits du mentorat et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui souhaitent se joindre sur ce programme. Donc, voilà. Voilà, donc effectivement, les mentorés, c'est à la fois les étudiantes, les femmes en poste, les femmes en reconversion, hein, comme on a eu comme question. Et les mentors, ce sont des hommes, des femmes, en général avec 5 ans d'expérience dans la cyber pour pouvoir accompagner sur ces métiers, mais de tout profil. Voilà, venez comme vous êtes, hein, c'est ce que tu disais. Alors, vous pouvez nous envoyer un email, vous avez un QR code, vous nous envoyez un email. Je suis volontaire pour être mentor avec les coordonnées. On vous renverra après un formulaire et idem pour le mentorat. Mais sinon, on est ici, hein, vous pouvez venir nous voir et on notera vos coordonnées, on vous recontactera et on peut déjà commencer à en parler un peu plus en détail. Et pour ce lancement, on va commencer à prendre ça en compte, mais on va faire effectivement le lancement, c'est aujourd'hui, puis après un premier call d'explication de comment ça peut se passer. Et puis parfois, ça peut se passer à distance. Moi, j'avais une mentorée qui était en région Bretagne, on ne s'est jamais rencontrés, mais ça se passe bien aussi. Si je peux me permettre juste un tout petit mot pour la question de comment est-ce qu'on s'inscrit. On va envoyer un mail à toutes les personnes qui se sont inscrites à cet événement aujourd'hui avec un lien au questionnaire dans lequel vous pourrez répondre si vous voulez être mentor ou mentoré et quelles sont vos attentes pour qu'on puisse, avec ces informations que vous allez saisir, faire les matchs au mieux. Donc voilà, vous allez recevoir un mail avec un formulaire. Et puis vous répondez si vous souhaitez et on vous encourage. On vous encourage vivement. Merci Michel. Alors, Estelle et Valérie, je vais vous inviter à me rejoindre juste pour conclure, tout simplement. Et je vais vous céder le micro à chacune pour donner le mot de la fin à votre guise. Écoutez, moi, je vais vous dire, engagez-vous. Voilà. Et on se retrouve pour un petit cocktail et pour faire plus ample connaissance. Un grand merci à toutes et à tous de votre présence. Estelle, un grand merci pour l'accueil à vous et à l'entreprise AXA. Michel, tu as été formidable sur cette dernière session. On a senti le petit épuisement à la fin. Ne me fais pas peur aux autres, s'il te plaît. Non, ouais, c'est vrai que tu mènes beaucoup de projets de front et le mentorat était l'un de tes projets importants de cette année. Donc, et passer le relais à Charlotte, j'ai senti que c'était à faire avec joie. Donc, en tout cas, un grand merci pour ton investissement sur cette dernière session. Et évidemment, vous êtes toutes et tous conviés à participer aux activités diverses et variées que nous avons présentées aujourd'hui, que ce soit chez Women for Cyber France ou contribuer éventuellement au trophée Ex Machina. Et un grand merci encore une fois pour l'accueil. Je vous invite juste tous pour aller au cocktail à passer par les portes du haut. Voilà.